Bonsoir et bienvenue donc pour cette rencontre autour de ce cycle, donc le cinéma colonial français, que nous avons sous-titré entre exotisme et propagande. Et donc avec nous ce soir, Teresa Castro, qui est maître de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles à Paris 3, et Béatrice de Pastre, qui était déjà, enfin vous étiez aussi, mais que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui est directrice adjointe du patrimoine au CNC et directrice des collections du CNC, et avec qui nous avons travaillé pour vous proposer cette sélection de films qui c'était pas très facile, parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait à montrer, beaucoup de choses qu'on aurait aimé montrer, de documents rares, bien qu'il y en ait beaucoup dans la programmation, mais il y en a encore beaucoup d'autres dans les archives du CNC. Bon, déjà, je vous remercie toutes les deux d'être avec nous là ce soir, et pour essayer de peut-être d'y voir un peu plus clair sur cette appellation de cinéma colonial. Juste pour rappel, l'idée de la programmation, c'est donc on commence avec le muet, avec les années 20, mais on s'arrête à 1950. Et donc l'idée, c'était vraiment de montrer des films qui ont été produits pendant la période coloniale et avant les indépendances et les guerres d'indépendance. Voilà, ça c'était un choix vraiment pour essayer de comprendre cette période à travers les films qui ont été produits, qui sont le produit de cette période. Et donc la première question, puisque c'est, je pense, une question fondamentale, c'est faut-il parler de cinéma colonial ou de cinéma en situation coloniale? Teresa, peut-être, et de Oui, même. oui, je peux commencer. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. J'aimerais beaucoup suivre tout le cycle qui a l'air formidable. Donc, vraiment, merci de faire ce travail, parce que je pense aussi que c'est très important de montrer ces films. Alors, sur cette question cinéma colonial ou cinéma en situation coloniale, à vrai dire, on peut répondre oui aux deux formules. Je penche plutôt pour le cinéma en situation coloniale. Je vais expliquer pourquoi. En sachant que c'est tout à fait envisageable, en fait, et c'est le cas en termes d'historiographie du cinéma français, de penser une catégorie ou un genre qui serait le cinéma colonial. Ça a été le cas depuis plusieurs décennies. On parle de cinéma colonial, notamment pour essayer de penser en groupe de films essentiellement de fiction. Je pense que Béatrice pourra peut-être parler plus longuement sur ça. Inauguré, disons, genre symboliquement inauguré par l'Atlantide de Jacques Feder, un film de 1921. Je pense que vous allez montrer la version de Pabst, qui est aussi assez intéressante. Et donc, effectivement, on a longtemps parlé d'un genre qui serait le cinéma colonial. C'est juste, notamment pour le cas français, parce qu'il y a une certaine unité parfois même en termes de contenu et formel, avec un certain nombre de personnages que Béatrice évoquait déjà plus tôt, qui reviennent constamment dans ces films. Et effectivement, voilà, il y a pour les années 20-30, je dirais, c'est tout à fait envisageable, voire même années 40, de penser en genre qui serait le cinéma colonial. Alors, le problème, c'est que ce genre, si on réfléchit en fait à la question dans ces termes, il y a toute une série de films que nous ne prenons pas en compte, que ce soit des films de non-fiction. Alors, là-dedans, on peut retrouver à la fois des films dits éducateurs, des films ethnographiques, des films de propagande, des reportages, et donc tout un ensemble d'autres films qui nous permet de penser ce qui est la situation coloniale, et plus précisément les situations coloniales au présent, au pluriel, par rapport disons,
à l'Empire français. Alors, il y a une multiplicité déjà de situations coloniales, d'un point de vue tout simplement administratif et institutionnel, parce qu'il y a à la fois des colonies. L'Algérie est une colonie, le Maroc n'est pas une colonie, est un protectorat. Il y a des mandats. L'Algérie est même un département français, c'est pas Oui. une colonie même. Hein. C'est vraiment, ça fait partie, c'est un département français, donc c'est encore une autre situation. Donc, c'est déjà d'un point de vue simplement administratif et institutionnel, il y a une pluralité de situations coloniales. Donc ça me semble important de le signaler. Une autre chose importante, c'est qu'en parlant de situation coloniale, au pluriel encore une fois, ça nous permet aussi de faire rentrer dans cet ensemble de films, de cinéma en situation coloniale, toute une série de films tournés par, disons, des autochtones contre le pouvoir colonial. Donc plus tard, ce sera tout à fait, c'est-à-dire à partir, disons, des années 50-60, c'est tout à fait possible alors de faire rentrer dans ces filmographies, en fait, toute une série de productions qui n'ont pas qui n'appartiennent pas au genre cinéma colonial, mais qui nous permettent tout à fait de comprendre ce qui est donc cette situation ou ces situations coloniales. En sachant, alors je ne vais pas continuer très longtemps, que même l'expression situation coloniale est une expression, une notion avec une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez un anthropologue français qui s'appelle Georges Ballandier, mais en 1951, il publie un texte qui est un texte important en termes d'anthropologie, où justement il reproche à la discipline anthropologique de ne pas prendre en compte ce qu'il appelle la situation coloniale dans laquelle vivent les sujets qui sont étudiés par les anthropologues. Donc, disons, ce contexte sociologique extrêmement important qui détermine tout en termes de rapport de pouvoir est systématiquement, selon lui et selon d'autres, évacué par les ethnologues et par les anthropologues. Et donc, il dit c'est absolument important de prendre en ligne de compte cette situation coloniale. C'est une expression, par ailleurs, qu'il reprend d'Octave Manoni, le célèbre psychanalyste français, qui a lui aussi écrit donc sur en fait les effets de la situation coloniale sur ce qu'il appelle la mentalité du colonisateur et la mentalité du colonisé. C'est un livre qui est publié au début des années 50, voire en 1950, qui sera par ailleurs très critiqué par Aimé Césaire et Frantz Fanon, mais qui a le mérite aussi, voilà, encore une fois, de tirer une espèce de sonnette d'alarme et de dire cette situation coloniale et ces situations coloniales, il faut absolument les prendre en charge. Donc ce que je veux dire, c'est que derrière même cette formule, situation coloniale, il y a toute une histoire à faire. Alors là, j'ai fait un petit historique pour le cas français, mais sachez que même du côté de l'anthropologie britannique, cette idée de la situation coloniale et de la situation de contact est déjà présente à partir des années 30. Donc je pense que c'est assez intéressant d'élargir, en sachant que parler de cinéma en situation coloniale et potentiellement parler aussi de cinéma en situation post-coloniale, là dans un sens très basique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après l'indépendance de ces pays? Est-ce que pour autant le colonialisme disparaît tout simplement? Non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, justement, même si cette situation alors pour le coup de domination institutionnelle et administrative se termine avec les indépendances, il faut néanmoins continuer à penser toute une série de cinématographies en fonction d'enjeux de pouvoir qui sont bien installés. Et donc là, pour le coup, encore une fois, je pense que cette idée de situation coloniale est assez intéressante dans la mesure où beaucoup de chercheurs aujourd'hui insistent sur le fait que la colonialité, les rapports de colonialité, comme on dit, ne sont pas terminés tout simplement avec la fin du colonialisme et que notamment en termes de rapport nord-sud, il faut continuer à penser les choses de ce point de vue. Donc pour toutes ces raisons,
je pense que la formule cinéma en situation coloniale est peut-être plus intéressante, y compris pour ce cycle, puisque vous allez montrer notamment des films dont le genre, si on réfléchit strictement en termes de genre cinématographique, n'est pas celui du cinéma colonial. Hein, des films notamment... Et puis le film qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, oui, Le Chant du Hogar, s'inscrit justement dans cette situation de cinéma qui n'est pas du cinéma colonial. Hein. C'est tourné effectivement dans une colonie, mais c'est pas du tout ni un point de vue de colon, ni un discours colonialiste. C'est tout à fait justement en situation coloniale. On est dans la colonie, mais on ne porte pas le discours de la colonie. Tout à fait. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre sur le genre en soi et la façon dont il a été pensé? Moi, j'aime bien cette expression effectivement de cinéma en situation coloniale, parce que justement, ça permet d'embrasser toute la production de cinéma documentaire et qui a été très importante et qui a, je pense, plus largement encore irrigué les salles de cinéma que les grands films de fiction. Donc, c'est pour ça que c'est important de les prendre en compte et puisqu'ils ont vraiment participé à la constitution d'une culture et d'une esthétique, puisque c'était des films, ces films documentaires étaient réalisés par des chefs opérateurs d'une grande qualité. Vous avez vu le film de Pierre Richac et celui de Jean Desme également, hein, la façon dont la caméra n'est jamais placée au hasard, enfin, c'est toujours très, très pensé, les effets sont également pensés, et justement la production de films documentaires va pouvoir embrasser beaucoup plus largement, je pense effectivement, et les paysages, et créer une atmosphère effectivement qui retransmet beaucoup plus largement ce que c'était effectivement que la vie dans les colonies, sans pour autant qu'il y ait la volonté de passer un discours justement ou de propagande ou de valorisation des actions de la France dans ces territoires. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas... il y a une création, une invention d'un imaginaire, d'un pays et d'une culture vu par une autre culture, justement. Alors, tout à fait. C'est où est le, j'ai envie de dire, où est le, c'est-à-dire il y a une forme de réalisme ontologique de ce qui est capturé par la caméra, mais en même temps qui peut être un petit peu biaisé aussi. C'est-à-dire il y a une forme de réalisme ontologique, mais c'est pas forcément la vérité, ou c'est la vérité du point de vue de celui qui est derrière la caméra plus que de celui qui est devant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on va s'attacher par exemple à des motifs, hein, le marché, la place Jemaa El Fna à Marrakech, avec le charmeur de serpents, avec la vente des moutons, le coin avec les gens qui travaillent le métal, etc. Enfin, il y a des espèces de motifs comme ça esthétiques en fait, et qui vont revenir très très souvent. Et effectivement, on s'intéresse, donc là c'est plus un point de vue, on va dire, orientaliste, à des motifs, effectivement, et un peu toujours les mêmes, hein, sans qu'il y ait construction d'un discours, mais effectivement, on s'intéresse à ce que l'on sait être quelque chose d'exotique, d'autre et d'étrange pour le public, qui est celui de la métropole. Ces films-là sont faits pour le public de la métropole et pas du tout pour les films dont on parle en ce moment, pas pour le public effectivement qui vit à Alger dans la Casbah, qui vit à Tombouctou, etc. Bien sûr.
Je voudrais juste ajouter, c'est très évident, et Béatrice vient de mentionner la question de l'orientalisme, c'est que surtout dans un premier temps, le cinéma s'inscrit vraiment dans la continuité de toute une culture visuelle qui au XIXe siècle commence à reproduire et à répandre toute une série d'images et de poncifs sur notamment le Maghreb, l'Afrique du Nord. Il faut aussi savoir que, alors, bien sûr, l'essentiel de la production cinématographique coloniale française, pour ainsi dire, va concerner effectivement le Maghreb, plus que l'Afrique du Nord et même plus que l'Indochine, mais qu'il faut faire des différences entre ces trois régions. La façon, en fait, de dresser le portrait de ces régions est différent. Mais donc, il y a vraiment et on le voit très bien, surtout dans les films des années 1920, la dette envers toute une culture visuelle qui était parfaitement ancrée déjà dans l'imaginaire du public de cette époque-là. Et j'ai l'impression que progressivement, alors pour revenir à cette idée du réalisme ontologique, que progressivement, effectivement, notamment avec toute une série de films des années 30, on commence le cinéma va de plus en plus s'ancrer aussi dans le moment présent et dans la question de la modernité. Et à cet égard, c'est assez intéressant en fait de comparer les deux adaptations de l'Atlantide, celle de Jacques Feder et celle de Pabst que vous allez voir. Pabst, il est vraiment, c'est-à-dire les signes de la modernité, ils sont tout le temps. Avec je sais pas, j'ai le souvenir d'avoir le tourne-disque au début du film. Et d'ailleurs, c'était très intéressant aussi de voir dans un des films qu'on a vu à 4h30 la présence de la machine à écrire. On va souvent voir voilà, ces signes de la modernité qui sont aussi une façon de nous ramener au présent et peut-être d'aller au-delà tout simplement de certains fantasmes orientalistes qui sont très très présents encore dans les années 1920. On passe les références, c'est bien sûr la peinture, mais aussi la photographie. Il y a énormément de cartes postales qui circulent et qui s'appellent d'un genre scène et type. Vous avez le type de l'algérienne, de l'algéroise, le type de l'Oulednaï. Enfin, on va faire des portraits qui sont vraiment des poncifs et qui vont se répandre. Et effectivement aussi, avec l'installation de la colonie, on va plus valoriser ces images, mais on va aussi valoriser la présence, les transformations du paysage, les transformations de la société qui ont eu lieu grâce, entre guillemets, la colonie. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir plusieurs films sur le port de Douala, qui est une des réussites de la transformation du paysage. Les mines de phosphate en Algérie. On va valoriser effectivement cet apport, voilà, ce que la colonie a amené en termes effectivement de modernité. Et puis on va bien avoir la construction des barrages avec la présence de l'ingénieur qui va se trouver un des personnages effectivement centraux comme dans L'Homme du Niger, qui porte effectivement à la fois la modernité, qui amène tout ce que la métropole se croit devoir donner aux populations colonisées. Est-ce que tu peux revenir peut-être justement sur ces figures que tu évoquais tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là à la séance, peut-être qui sont les figures principales qu'on retrouve dans ce cinéma-là, de fiction, mais pas que, mais aussi documentaire. Mais, effectivement, il y a des agents, on va dire des agents français qui vont être les représentants de la colonie. C'est le militaire, on l'a vu donc là avec les sentinelles de l'Empire. La conquête française, elle se fait normalement pacifiquement. C'est toute la différence avec la conquête du point de vue de la Grande-Bretagne. Il y a un film qui va vraiment développer cette opposition, c'est Brazza, le film de Léon Poirier.
Voilà. Alors, bien évidemment, il y a des échauffourées, il y a des razzias, comme on l'a vu, il y a la décimation de certaines tribus. Voilà, c'est pas du tout, ça se fait pas juste avec des bons sentiments, mais c'est pas une conquête de guerre. Si ce n'est que après, le militaire va tenir le territoire, comme on l'a vu là dans le film de Jean Desme. Donc le militaire, c'est la première, on pourrait dire la première figure. C'est aussi les premiers occupants. La conquête de l'Algérie, les militaires français en 1830 vont rester, ceux qui sont partis dans cette guerre qui ne s'appelle pas encore guerre coloniale. Ce sont les cadets de famille, etc., qui ont besoin d'avoir comment dire, pas un destin, mais s'incarner une aventure. Et donc, ils vont rester. C'est eux qui vont être les premiers colons de l'Algérie. Donc le militaire. Ensuite va venir l'ingénieur, celui qui va transformer effectivement le paysage, qui va être celui qui va amener la modernité. Alors c'est la construction des chemins de fer, c'est les barrages, c'est les routes, les ports, hein, qui servent tous bien évidemment aussi, hein, soyons très clairs, à aspirer toutes les matières premières que l'on trouve sur place à destination de la colonie. Le port de Douala, il est là pour transporter, pour permettre un débouché économique aux richesses africaines exploitées par la colonie. Donc l'ingénieur, le militaire, le missionnaire, bien évidemment. Hein, les missions vont avoir un rôle tout à fait important, alors d'évangélisation, bien évidemment, mais également en termes sanitaires et d'enseignement. Hein, les missionnaires vont développer, vont installer des écoles, en plus, si on peut dire, de leur première mission d'évangélisation. Les instituteurs, également, bien sûr, en Algérie, hein, il va y avoir là aussi un grand nombre de jeunes Français qui vont partir pour devenir instituteurs en Algérie, et on va créer aussi des écoles normales en Algérie afin qu'il y ait des instituteurs autochtones qui puissent partir un peu plus loin dans les villages. Les missionnaires comme les instituteurs, par exemple les missionnaires, les pères blancs, enfin je pense que vous aurez l'occasion de voir un petit peu plus tard Sahara, Terre féconde, qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Voilà, les pères blancs apprenaient à Maison Carrée, qui était leur séminaire en quelque sorte, l'arabe et le swahili. C'était indispensable qu'ils parlent les langues pour pouvoir communiquer facilement avec les populations qu'ils rencontraient. Donc les missionnaires sont un vecteur tout à fait important. Et puis après, il y a les médecins. Et là aussi, il y a tout un réseau de dispensaires qui aussi s'appuient petit à petit, surtout à partir des années 30, sur des gens qui ont été formés et en Afrique noire et dans le Maghreb pour amener la vaccination, notamment, vous verrez le réveil d'une race d'Alfred Chomel, toute la lutte contre la maladie du sommeil, hein, endémique dans certaines régions, le long de l'Oubangui, par exemple. Voilà, il y a ces 5 figures, si vous voulez, à partir desquelles se construit en fait l'occupation coloniale française. C'est les 5 piliers, effectivement, on pourrait dire, de la colonie. Je voudrais juste remarquer quelque chose de très évident, c'est que ce sont des figures évidemment masculines. Donc là-dessus, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Alors, il y avait quelques femmes institutrices en Algérie, mais uniquement en Algérie. Il y a quelques études qui ont beaucoup insisté sur la façon aussi dont le colonialisme, en particulier français, mais pas exclusivement le colonialisme français, c'est
constituée en termes de rapport de genre, avec le colonisateur étant pensé systématiquement comme une figure virile, masculine, etc., et le colonisé comme une figure émasculée qui sera systématiquement féminisée, en particulier en Afrique noire, hein, où les hommes africains sont systématiquement en fait décrits comme des grands enfants. Voilà. Donc, juste cette petite remarque. Et pardon, j'ai une autre question, mais je voulais revenir. Vous disiez du coup qu'il y avait vraiment une différence entre les films Maghreb, Indochine ou Afrique. Enfin, voilà, en quelques mots, peut-être, quelles sont-elles ces différences d'approche qu'on peut voir à travers les films? Là, je compte un tout petit peu aussi sur Béatrice. Je vais peut-être parler plus spécifiquement du cas de l'Afrique noire, qui est vraiment, je dirais, en termes de territoire coloniaux français, celui qui est le moins occupé. Donc, effectivement, c'est... Alors, on va retrouver, donc disons que en Afrique du Nord, dans un premier temps, il y a une projection de fantasme orientaliste qui est très évident. On est vraiment dans la continuité de toute la tradition de peinture que Béatrice a évoquée. Par ailleurs, avec toute un ensemble de cartes postales, d'images photographiques qui, depuis des décennies, vraiment ont absolument colonisé, pour ainsi dire, l'imaginaire des Français, tandis que l'Afrique noire, c'est un tout petit peu encore au début du XXe siècle, même si on a du mal à l'accepter aujourd'hui ou à l'imaginer aujourd'hui, c'est un tout petit peu encore en espace, c'est le blanc des cartes, pour ainsi dire. On est encore en train, en fait, presque, et d'ailleurs au début du XXe siècle, c'est le cas en Afrique, de cartographier le terrain. Et donc, les films qui seront tournés en Afrique noire, pour l'essentiel des films de non-fiction, il y a des rares exceptions comme L'homme du Niger qui effectivement se déroule en Afrique noire, mais l'essentiel des films de fiction français se déroulent en Afrique du Nord. Donc c'est essentiellement par le biais du documentaire qu'on va s'intéresser à ce territoire, qu'il faut présenter aux Français qui ne le connaissent pas. Et c'est souvent, alors ce sont des films de propagande où l'Afrique noire est présentée comme basiquement en territoire où on va trouver de la main-d'œuvre, des ressources, où on peut faire du commerce et où on va évidemment retrouver toutes ces dichotomies qui sont présentes déjà en Afrique du Nord, la modernité, le primitif, l'hygiène, le sale ou la maladie, etc., etc. Mais sans, je dirais, sans le côté fantasme orientaliste. Même la question de l'aventure n'est pas pareille en Afrique du Nord et en Afrique noire. Il y a des façons différentes de l'envisager. Mais en tout cas, le gros des films qui sont tournés en Afrique noire sont des films de non-fiction, des reportages du cinéma d'expédition, en fait. Du cinéma d'expédition, bien sûr, avec notamment aussi ces célèbres films des croisières, qui sont vraiment des films, pour le coup, la question de la traversée de l'espace est extrême, et de la conquête, en fait, encore une fois, de façon très viriliste et machiniste de l'espace était extrêmement importante. Tandis que du côté Maghreb, et je dirais l'Indochine, mais je connais moins bien le cas de l'Indochine, qui me semble aussi tout à fait particulier. Là, peut-être plus ancré encore une fois, déjà dans une certaine tradition visuelle qui remonte véritablement au XIXe siècle. Alors c'est le cas sans doute en Afrique noire aussi, parce qu'il y a toute une série d'angoisses liées justement à ce cœur des ténèbres africains qui refont surface systématiquement. Mais moi, je dirais que vraiment l'Afrique noire est assez distincte dans cette, si on prend ce triangle-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Et effectivement, l'Indochine, c'est, j'allais dire, encore pire. Il y a beaucoup moins d'images qui ont été tournées en Indochine. Alors beaucoup d'images également documentaires et finalement très peu. C'est beaucoup plus en fait dans le cinéma américain qu'on va retrouver
l'imaginaire oriental, les réalisateurs français n'ont pas... alors parce que je pense que c'est très loin, on y va moins facilement, la structuration coloniale est plus complexe, l'implantation de la colonie aussi moins facile, enfin moins implantée justement. Et il y a par exemple 2 opérateurs du Pathé Journal, Pathé Revue, qui tournent énormément au début des années 20. Ils s'appelaient Brut et Lejar. Ils font des kilomètres de films. Alors là, c'est les plantations d'EVA, la pêche au cormoran, voilà, là aussi des espèces de cartes postales sur voilà, les trésors à la fois culturels, économiques de l'Indochine. Mais on n'a pas là de mise en situation, effectivement, de récit qui va s'installer. On va parler de l'école d'Extrême-Orient, de l'Institut Pasteur à Saïgon, voilà. Mais pas, on ne va pas développer de grands récits, on va dire, épiques en Indochine. Et du coup, sur cette question de culture, puisque vous l'avez évoqué là à plusieurs reprises, de culture coloniale, est-ce qu'il y a une vraie culture coloniale sur la question de à qui s'adressent ces films et pourquoi, puisqu'on rejoint cette question peut-être de propagande. Comment les films, pour qui ils étaient réalisés, dans quel but, au pluriel, parce que je pense qu'il y a plusieurs buts, et comment ils pouvaient être reçus, parce que c'était exclusivement pour la métropole, hein, ce que tu disais. Alors, je pense qu'effectivement, ce qu'on a appelé le bain colonial, la culture coloniale, c'est quelque chose qu'on va essayer d'inculquer aux Français. Ça ne va pas du tout de soi. Il y a ce qu'on appelle en France le parti colonial, hein, qui va être très actif entre 1880 et le début des années 20, puis au début des années 30. Alors, parti colonial, aujourd'hui, on dirait plutôt un lobby, et qui, politiquement, couvre la totalité de l'échiquier politique, de la gauche à la droite, en laissant, on va dire, l'extrême droite nationaliste d'un côté et l'extrême gauche, les anarchistes, à gauche. Mais les socialistes, les républicains, les gens de droite modérée, on trouve des partisans de la colonie sur l'ensemble de l'échiquier politique. Jules Ferry, par exemple, sera un grand partisan de toute la démarche coloniale. Donc, il va falloir vendre cette colonie, la colonisation, vendre ses bienfaits, et parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi pour le public français. Et donc, effectivement, les films, surtout, et au niveau de l'enseignement, des associations comme la Ligue maritime et coloniale vont offrir des appareils de projection aux écoles, offrir des séries de plaques de verre à projeter dans les écoles pour formater en fait les esprits sur le bienfait de la colonie. Alors, la colonisation, c'est quelque chose d'éminemment républicain. C'est parce que on est républicain français que l'on se croit le droit de coloniser. C'est exactement comme Napoléon qui traverse l'Europe pour amener la Révolution française dans l'ensemble de l'Europe, hein, et qu'il le fait avec armes et bagages. Voilà, c'est exactement ça. On est là pour transmettre l'idée républicaine, l'égalité, l'éducation pour tous et l'hygiène. C'est parce qu'on est républicain, qu'on croit à l'idéal républicain, qu'on se dit il faut que cet idéal républicain, nous le répandions
auprès de l'ensemble de ces pauvres populations qui ne connaissent pas les bienfaits de la République. Et la colonie, c'est amener les bienfaits de la République au plus grand nombre. Donc c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui on a oublié. Ce sont ces valeurs républicaines qui sous-tendent cette démarche coloniale. Donc il va falloir faire la propagande ou la publicité effectivement de cette entreprise. Il va falloir recruter des personnes pour partir dans les colonies. J'ai travaillé sur ce qui s'est passé, alors presque à la fin de notre période, dans les années 30, en 1930, sur ce qu'on appelait le centenaire de l'Algérie. On fête les 100 ans, 1930, de la conquête de l'Algérie, et on va déployer tout un tas aujourd'hui, on dirait, de matériel pédagogique pour valoriser cette idée de la présence française en Algérie et d'inciter, de donner envie aux jeunes gens, aux enfants, de partir s'installer dans les colonies. Il y a le discours colonial, il est un discours, on va dire, recruteur. Il faut des populations pour pouvoir aller peupler, être présent, que la France soit présente. Alors c'est des instituteurs, c'est des médecins, c'est aussi des colons, des gens qui vont partir défricher, planter, etc. Ces terres arides, les transformer. Dans le film qu'on a vu, voilà, on creuse des puits et on fait fleurir le désert. C'est ça aussi la colonie. Et on ne raconte pas, bien évidemment, à ces enfants la dureté, la réalité de certaines situations pour certains colons qui ont rencontré des situations vraiment tout à fait dramatiques et tout à fait pénibles. On leur a vendu, c'est une sorte effectivement de Far West. Je pense dans les années, par exemple 1870, pour beaucoup après la Commune de Paris, beaucoup de personnes qui ne se sentaient plus à l'aise, bien en France, sont tentées par cette aventure coloniale. On va partir créer un nouveau monde, et un monde porteur des valeurs de la République. Et bien évidemment, ça va se faire au détriment des populations locales. Je veux dire, c'est ce choc entre effectivement les valeurs républicaines et la façon dont on va vouloir les asséner de force est quelque chose aussi de tout à fait dramatique en fait dans cette aventure. Là, du coup, c'est un discours politique. Oui, tout à fait. C'est un discours politique, oui. Parce qu'il y a certains films. Enfin, comme tout à l'heure, les Sentinelles de l'Empire, par exemple, je posais la question, c'est pas une commande de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un discours politique sorte de lavage de cerveau, de dire voilà, il faut partir là-bas pour amener les bienfaits de la République, mais du coup, ce discours, il n'est pas appuyé par une propagande cinématographique d'État, mais il se traduit par des films qu'on pourrait appeler de propagande, mais qui se font d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce discours est accepté. Il n'y a aucune voix qui s'élève contre cette idée-là, à ce moment-là, en France. Sur la période, je ne sais pas. C'est quoi la période il y a différentes périodes, c'est vrai, oui, parce que là, on parle, je ne sais pas, disons peut-être les années, au moins sur les années 30, puisque c'est peut-être là qu'il y a une bascule avec l'exposition coloniale. Exactement. Tout ça. L'exposition coloniale est un bon exemple. Et d'ailleurs, voilà, tout le cinéma, effectivement, contribue à faire connaître les territoires coloniaux avec les expositions coloniales qui se multiplient en France, à Paris, Marseille, Lyon, etc., et ailleurs. Et effectivement, lors de l'exposition coloniale de Paris, il y a quelques rares voix
qui vont s'élever contre l'exposition coloniale. Mais ils sont très rares. Il y a quelques surréalistes, il y a quelques communistes qui disent non. Voilà, ce qui se passe, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, Béatrice vient de signaler quelque chose qui est vraiment intéressant, même d'un point de vue un peu plus global. C'est ce paradoxe qui est vraiment un paradoxe absolument passionnant, et c'est un tout petit peu la spécificité aussi du colonialisme français. C'est un colonialisme républicain. C'est-à-dire, c'est vraiment la question de répandre les valeurs de la République. En Angleterre, ça se gère autrement. C'est le fardeau de l'homme blanc. C'est aussi une mission civilisatrice, mais qui est pensée dans d'autres termes. Là, peut-être beaucoup plus explicitement, The White Man's Burden, c'est vraiment pousser cette modernité machinique, etc., etc. En France, c'est vraiment tenté par les valeurs républicaines, ce qui est absolument paradoxal. Donc, mais c'est ça qui est absolument aussi passionnant. Et quand même une aventure aussi économique. Tout à fait. Parce mais elle est beaucoup plus explicite, voilà. C'est-à-dire les Anglais ne le dissimulent pas, tandis que les Français vont mettre en avant les valeurs républicaines d'abord. Et on en profite pour... Voilà. Exactement. Oui, c'est-à-dire on va montrer, regardez, on amène tel type d'infrastructure et autres, mais on ne dit pas que c'est pour piller le pays, quoi. Voilà. C'est quand même un peu ça. Je ne sais pas, si vous avez des questions, quand même, n'hésitez pas à demander la parole. Si vous n'en avez pas, on peut continuer. J'aimerais revenir en fait sur la question du cinéma, et quelque chose que vous souleviez tout à l'heure sur justement l'expression de cinéma en situation coloniale. En fait, c'est la question des salles, puisqu'on a parlé, on a dit que c'était des films qui étaient faits pour la métropole, mais il y avait aussi des salles dans les colonies. Et du coup, qu'est-ce qui était montré ? Et peut-être aussi la question des films qu'on ne montre pas là, qui sont les films hygiénistes, les films d'éducation. Est-ce qu'on peut parler de ça, puisque comme on ne le montrera pas, de ces films, et deux aussi des salles quand même, et voilà, qu'est-ce qui pouvait s'y passer, qui y allait, toujours cette question quand même du cinéma, c'est fait par qui, pour qui? Alors, les salles, il y a des salles dans des quartiers. Et les gens ne se mélangent pas forcément, surtout là aussi, bien sûr, en Afrique du Nord. En Afrique subsaharienne, je pense qu'il va falloir attendre les années... ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut attendre après la Seconde Guerre mondiale pour qu'il y ait des salles de cinéma qui s'installent. Sauf dans les grandes métropoles, où là, effectivement, il doit y avoir... Pour les colons, il y a des salles de cinéma. Mais en Afrique du Nord, il y a énormément de salles de cinéma qui sont dans différents quartiers. Et on traverse pas tout Alger pour aller voir un film. On vit dans son quartier, et on va dans le cinéma de son quartier. Donc les films évidemment ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de production avant-guerre, il n'y a pas de production pour les salles de cinéma pour le public autochtone. C'est quelque chose il y a quelques tentatives qui se feront, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui se font après-guerre. En revanche, il y a effectivement des films qui sont faits, qui vont être diffusés dans les réseaux plutôt non commerciaux, dans les écoles, dans les séances d'associations, des films, là aussi, qui accompagnent toute la propagande hygiéniste, c'est-à-dire les campagnes de vaccination, mais la lutte contre la syphilis, la lutte contre la tuberculose, qui est très importante dans certaines régions d'Algérie. Et le cinéma va être un vecteur justement de bonnes pratiques,
pour les populations, puisque le cinéma a cette caractéristique d'être compréhensible sans le passage par la langue. C'est la puissance de l'image, et c'est l'image qui toute seule va porter en quelque sorte le message. Donc on peut s'adresser à des populations qui sont analphabètes en termes de pratique de la langue française, et toucher à la fois donc des enfants qui sont en cours, qui sont dans les écoles, mais aussi leurs parents. Et le cinéma itinérant, là, a un rôle tout à fait important. Et à Alger va se créer un office du cinéma éducateur dès 1921-22. C'est un des premiers offices du cinéma éducateur, et qui va justement diffuser des films de fiction, mais également tout un tas de documentaires justement à visée hygiéniste, dans cette volonté effectivement d'amener là aussi la modernité, l'hygiène au plus loin des villages de montagne, dans l'Aurès par exemple. C'est une des... Il y a le congrès justement de l'ensemble des offices du cinéma éducateur qui a lieu à Alger en 1930 justement. C'est une des manifestations du centenaire de l'Algérie, et qui va valoriser effectivement tout le travail qui est fait par les associations et par les instituteurs avec le cinéma dans les régions les plus reculées, les plus lointaines d'Alger, en fait, pour faire passer ce message. Et les missionnaires vont également documenter leur action, mais aussi se servir du cinéma pour leur évangélisation, et en même temps aussi pour ces missions hygiénistes. C'était le cas aussi en métropole. Ces films-là, c'est quelque chose qui se passait. Mais il va y avoir par exemple, je pense à un film de Jean-Benoît Lévy, un dessin produit par Jean-Benoît Lévy, un dessin animé d'Albert Mourlan qui s'appelle Le conte de la 1001e nuit. C'est des personnages vraiment arabes qui sont représentés, et c'est l'histoire effectivement d'un cheikh arabe qui a la syphilis, et donc tout son parcours pour arriver à retrouver la santé. Le personnage, et ça c'est vraiment un film qui a été fait à destination du public vraiment arabe, musulman, dans toute l'Algérie. C'est pas un film qui a été diffusé en métropole. Donc là on s'adapte, mais bien évidemment ces films sont très rares. J'en connais un ou deux. Il y a aussi une publicité toujours d'Albert Mourlan pour les cigarettes nationales, et c'est aussi vendre des... Alors le nom de cette marque est vraiment intéressante, la Cinémathèque nationale, la cigarette nationale qu'on vend en Algérie. Et c'est pareil, c'est des personnages, il y a le bédouin, etc. Enfin, voilà, c'est quelques films comme ça qui sont vraiment fabriqués pour la diffusion dans les colonies. Mais par exemple, j'en connais pas, par exemple, pour l'Afrique noire. Non, ce que je sais, j'en sais très peu aussi. C'est surtout pour la période d'après-guerre, bien sûr qu'il y a des cinémas dans les grandes métropoles ou dans les métropoles, mais à ma connaissance, les films qui sont diffusés ne sont pas des films spécialement tournés pour ce public-là. Il y a beaucoup de cinéma américain, en fait, qui est montré dans ces salles, mais j'en sais très peu, donc, pour l'Afrique noire.
Vous avez toujours pas de questions? On le voit dans les films de Jean Rouge, justement. Hein. Donc là, on est au début des années 50 et on voit effectivement que ce sont des films américains. Et c'est ces films américains, les westerns, qui créent tout un imaginaire, justement, dans la population, chez les ouvriers des ports et de la Gold Coast, etc. Enfin, le personnage de Rouge est complètement nourri de cette culture. Et justement, enfin, sur ce que tu disais tout à l'heure sur Ballandier, Rouge a bien intégré le discours de Ballandier, puisque tout le travail justement qu'il fait en filmant les rites qui ont été créés par justement la présence coloniale, c'est un des grands apports du cinéma de Jean Rouge. C'est le premier à montrer effectivement combien la colonisation a transformé l'imaginaire, la religion même des peuples colonisés. Et donc, justement, c'est très juste et c'est assez intéressant puisque, pour le coup, les films de Jean Rouge ne sont pas des films coloniaux, mais ce sont souvent des films en situation coloniale. Donc, voilà. Ce qui permet d'enrichir le débat et justement de complexifier un tout petit peu le questionnement. D'ailleurs, c'était parce qu'on hésitait pour essayer de le montrer. J'ai oublié son titre, mais c'est le tout premier film qu'il avait fait, mais donc il a tourné et le titre m'échappe. Au pays des mages noirs. Au pays des mages noirs, et le commentaire a été refait à Paris et le film remonté et qui allait complètement à contresens, lui, de ce qu'il avait filmé et de ce qu'il voulait dire avec ce film. Donc de quelque chose qui était complètement réécrit justement pour une sorte, qui a été pour lui une grande leçon aussi. Oui, tout à, voilà, tout à fait. Il vend en fait d'une façon, un peu naïvement, il le dit lui-même. Il vend ces images en fait de la descente, la première descente qu'il fera du Niger aux actualités françaises. Et les actualités françaises s'en servent comme des stock shots. C'est remonté avec c'est monté avec une bande son qui n'a plus rien à voir. C'est le commentateur des événements sportifs qui prend en charge le commentaire, et on ajoute des images qui ont strictement rien à voir. On voit des lions, des éléphants qu'on ne rencontre absolument pas dans la région du Niger qu'a filmé Rouge. Et effectivement, pour lui, il se rend compte effectivement de ce que le montage peut faire, et voilà, il va décider à partir de ce moment-là qui restera le maître de ces images. Voilà. Et, juste comme ça, une petite déviation, puisqu'on parlait de genre et on parlait de western tout à l'heure, et en fait, la question du genre, au-delà de est-ce qu'il y aurait du genre cinéma colonial, mais de genre vraiment, purement cinématographique, ce qui me frappe, c'est qu'il y a vraiment tout à l'heure avec les Sentinelles de l'Empire, souvent les films en fait de légionnaires, on est sur une construction très très western. Le film tout à l'heure, c'était vraiment c'est le western typique avec les tuniques bleues, les postes avancés, les indigènes, les Indiens. C'est exactement la même espèce de même construction comme ça et qui est liée aussi à cette idée de la frontière, d'aller repousser les frontières c'est les codes du western adaptés à la situation coloniale de la France. Et à côté de ça, un autre film, par exemple, si on prend Pépé le Moko, qui est un film de genre, un film de gangster, là, pour le coup, qui se passe à Alger, mais il n'y a rien de...
c'est juste un lieu, c'est juste une location finalement, quoi. On tourne à Alger comme on aurait tourné à Paris. Oui, bon, alors, deux choses. Alors, sur le western, c'est effectivement, je pense que c'est juste, il y a beaucoup de proximité. Et ce que je dirais, ce n'est pas évident à dire, mais c'est un fait, c'est que les États-Unis sont aussi un pays colonial, c'est-à-dire la question de repousser les frontières. Carrément. Donc là, pour le coup, on est aussi dans une logique coloniale où il y a cet espace vierge qu'il faut occuper, conquérir, repousser les frontières, etc. Donc il y a effectivement beaucoup de proximité, et en particulier, encore une fois, en Afrique du Nord, avec la question du désert, c'est évident. Pour Pépé le Moko, je suis d'accord. En même temps, moi, je suis toujours frappée par la séquence d'ouverture de Pépé le Moko que vous allez découvrir. Faites attention parce que voilà, on va passer de ce bureau de l'inspecteur à Alger où il y a une carte de cet espace qui est décrit par la suite comme un espace labyrinthique où on ne peut pas se retrouver, qui est par ailleurs l'espace où se croisent toute une série de races différentes, qui sont vraiment typées. Les types sont tous décrits. Et il y a déjà cette opposition entre une sorte de vision, alors la maîtrise, le contrôle de l'espace, qui est absolument bien illustré par la carte qui est dans le bureau de l'inspecteur de police, et l'espace concret de la Casbah, qui est un espace qui résiste malgré tout. C'est un espace qui résiste encore à cette maîtrise. Et qui résistera jusqu'au bout. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc, moi, je dirais, certes, on tourne comme on pourrait tourner dans les rues de Paris, mais en même temps, on retrouve toujours cette espèce de dichotomie entre deux choses. Là, pour le coup, c'est pas tant moderne primitif, mais c'est ce qui relève effectivement du quadrillage, du contrôle, de la raison, et d'un autre côté du labyrinthe, du bazar, de l'excès. Donc cette dichotomie, elle est là. Et d'ailleurs, je me permets juste aussi de signaler autre chose, et on l'a déjà vu aujourd'hui, c'est que la présence de cartes, que ce soit dans les films de non-fiction ou dans les films de fiction, est vraiment intéressante. Et je signale, parce que c'était le cas déjà aujourd'hui, c'est très, très explicite dans un film qui sera montré, qui est La France est un empire, qui est un grand film de propagande de 1938, qui a une séquence cartographique qui est absolument fantastique, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses sur le discours derrière. Mais ce que je veux dire, donc, c'est que ces cartes, en fait, et notamment les cartes de l'Afrique, sont en général vides. Donc, on va y tracer progressivement des frontières, comme si le continent, bon, c'est ce qui s'est fait à la conférence de Berlin, le continent a été effectivement partagé entre les puissances européennes, mais donc il y a un continent vide sur lequel on va tracer des frontières, c'est un espace blanc à occuper. Et dans La France est un empire, la séquence cartographique est particulièrement intéressante, puisqu'on a affaire à une carte, encore une fois, de l'Afrique qui est noire, sur laquelle vont se tracer progressivement les frontières de l'Empire français, et on va projeter sur cet écran, qui est un écran, c'est la double image presque de l'écran cinématographique qui est noir, et un écran où on projette des fantasmes, on voit les visages des héros de la colonisation, Brazza, etc., avec des petites enserres qui nous montrent les paysages de telle ou telle région. Donc cette question vraiment de l'espace, et là on revient aussi à la question du western, mais de cet espace vide où on repousse les frontières, en espace qui en effet un écran où on projette aussi toute une série de fantasmes sur tout un tas de choses, sur nous et sur les autres, pour ainsi dire, et très présente dans ces images cartographiques. Et on retrouve donc cette carte aussi, des cartes au début de Pépé le Moko. Voilà, et vous en retrouverez aussi dans Sahara Terre féconde, avec une superbe petite animation. Vous verrez où on a un père blanc sur son
dromadaire qui est tiré par une petite ficelle. C'est de l'animation vraiment... voilà. Et on le voit qui pénètre petit à petit, qui va comme ça jusqu'à Tombouctou. Voilà. Et effectivement, la carte, c'est l'empreinte effectivement de la mainmise, la visualisation effectivement de la pénétration, de l'appropriation du territoire. Et là, vous avez vu, hein, il y a les petits points apparaissent. On a justement dans les sentinelles de l'Empire la matérialisation sur la carte de l'ensemble des postes avancés qui crée un dessin particulier. Enfin, voilà, dans la carte, il y a un dessin qui est fait du parcours du missionnaire, de la ligne que tracent les différents fortins qui sont construits et qui construisent effectivement une autre géographie en fait, hein, en surimpression en quelque sorte sur la carte réelle. On a cette géographie coloniale par les tracés des figures conquérantes et des postes avancés, des villes qui vont surgir aussi, hein, comme dans les ports, on parlait de Douala, de Libreville, de Fort-Archambault, Port-Gentil, enfin, toutes ces villes qui vont surgir comme ça en hommage, qui vont porter les noms des pères de la colonie, voilà, et qui vont surgir comme ça et qui vont créer des points, qui vont faire apparaître des points sur les cartes. Et c'est vrai que oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment ce passage par la carte est vraiment quelque chose de très important. Carte qu'on retrouve aussi dans le genre western beaucoup, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je reviens, j'ai un peu en arrière parce que tout à l'heure on parlait de Rouge et de ce paradoxe aussi qu'on peut avoir du coup là avec ces films. On parlait tout à l'heure on va dire de l'aspect ethnographique, mais j'ai envie de dire presque inconscient, parce que c'est des films souvent qui sont durs au niveau du commentaire, au niveau du discours. Les mots, il y a des mots quand même qui heurtent. Et le paradoxe, c'est que en même temps, c'est une culture qui est en train de disparaître et qui est filmée par celui qui est en train de l'éteindre. Et aujourd'hui, qui sont devenus des documents vraiment ethnographiques. On pouvait la voir tout à l'heure avec le chant du Hogar par rapport à quelques séquences, mais on l'aura surtout tout à l'heure avec à 21h avec les deux films qu'on vous présentera, et notamment voilà avec Razaf, où là il y a des choses qui sont filmées, puisqu'on est sur le genre docu-fiction et donc presque comme s'il y a des choses qui étaient... Est-ce qu'il y avait conscience de filmer quelque chose qui était en train de disparaître? C'est une question, je ne sais pas si vous avez la réponse en fait, ou si c'est... je reviens au réalisme ontologique où finalement la caméra était là et a capturé quelque chose et sans trop savoir ce que c'était. Et finalement, ce sont les seules images ou dernières images qu'on pourrait avoir d'une culture. Et le paradoxe, c'est qu'elles sont prises, ces images, par celui qui est l'agent de la disparition. Qui est l'agent de la disparition. Il y a quelque chose d'assez vertigineux dans tout ça. Alors, je pense qu'il y a conscience de filmer quelque chose de rare. Alors justement ça va être tout le discours sur qui accompagne les films justement tournés en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne. C'est mystérieux. C'est jamais vu, c'est secret. Hein, il y a toute la magie en fait qui va complètement fasciner les cinéastes, les différents réalisateurs qui vont effectivement aller enregistrer des cérémonies. Alors
qui sont filmés souvent d'un peu loin, qui vont parfois être mis en scène pour eux. Mais d'autres fois, et même celles-là, effectivement, c'est les traces de pratiques qui vont petit à petit disparaître. Et ça, c'est effectivement leur volonté n'est pas, c'est d'enregistrer, je pense, des choses rares et jamais vues. On découvre quelque chose d'inconnu et on va le filmer. Et on va partager cet inconnu, on va faire découvrir ce mystère, on va rentrer, découvrir la magie. Enfin, il y a une fascination de l'interdit aussi, parce qu'il y a beaucoup de rites qui sont des rites secrets. Et il va y avoir toute la... c'est une figure ça devient une figure de style qu'on va retrouver jusque dans les films de Dominique Guessot des débuts des années 50, où l'équipe cinéma va être acceptée par le groupe, et ce et témoins, on va les autoriser à filmer ce que l'on ne montre jamais. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit d'assister à certains rites, ou les enfants. Et on va en quelque sorte un peu initier les cinéastes, on va les amener à filmer ce qui n'est jamais montré. Et en général, il y a toujours un retour négatif, puisqu'il y a toujours une partie de la communauté qui va se révolter, et ça se finit en général assez mal. Hein. Les cinéastes sont obligés, alors c'est scénarisé bien évidemment, sont obligés de partir rapidement parce que leur vie est en jeu, parce que justement ils ont filmé, ils ont trahi voilà, ils ont trahi un tabou, ils sont allés contre un tabou. Mais il y a cette volonté, ce désir, et qui devient, je pense, vraiment une figure de style cinématographique, d'aller voir ce que l'on ne voit pas, de partager ce qui est caché, le mystérieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve essentiellement en Afrique noire, et qu'on verra aussi un petit peu dans les Nouvelles Hébrides, les Kanaks, les derniers mangeurs d'hommes, hein, le film qu'on avait montré l'année dernière, hein, d'André-Paul Antoine et Lugon, qui est, voilà, on va découvrir les dernières peuplades cannibales, et on va filmer ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... c'est plus ça, je pense, le moteur de ces filmages, que l'idée qu'il y a chez Albert Kahn, par exemple, que connaît très bien Teresa, la volonté, effectivement, d'enregistrer quelque chose parce qu'on sait que ça va disparaître. Ça, c'est le cas, effectivement, pour les opérateurs d'Albert Kahn, dont Frédéric Gadmer est le père Aupier j'ai oublié, au Bénin, mais qui n'est pas la volonté, je pense, des cinéastes qui produisent beaucoup de ces documents. Sauf si on va du côté de l'ethnographie. Là, pour le coup, cette idée d'une anthropologie de sauvetage est très présente, et on est très conscient de cette... Et d'ailleurs, parfois, on est très conscient de cette logique inexorable du progrès, de la nouveauté, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est vécu comme tragique, même pour les anthropologues. Parce que parfois, on adhère tellement à ce projet de la modernité que, bon, c'est comme ça. Ces temps-ci, surtout au début du XXe siècle. Progressivement, les choses vont bien sûr se complexifier, mais je dirais que du côté du cinéma ethnographique, on est assez conscient que le cinéma et la photographie sont là pour documenter des choses qui sont en train de disparaître, je dirais. Mais c'est vraiment, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment l'exception peut-être à l'intérieur de ce vaste paysage.
Et du coup, parce que du coup, c'est, on peut le voir d'un œil ethnographique, donc que ce soit fait avec une volonté ethno ou pas. Mais j'ai envie de dire aussi, du coup, nous, aujourd'hui, on peut le regarder, enfin, vous, historienne, regardez ces films aussi avec un autre regard, parce que ce sont des films qui parlent vraiment de la période, c'est-à-dire de la France, des Français, de la culture, de position, et finalement qui parlent peut-être moins des sujets qui sont filmés que de ceux qui filment. Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a des études, est-ce que vous travaillez aussi, voilà, sur cette travailler ces films aussi avec justement avec ce regard comme une source de documents en fait. Ce sont des documents. Ce sont des documents, mais je pense qu'il y a plusieurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs types de documents à l'intérieur du même document parce qu'on peut les lire différemment. Là, par exemple, le film que l'on va voir là, tout à l'heure, le film de voyage sur Madagascar, qui est un film tout à fait intéressant parce que c'est un film amateur d'un voyage. Hein. C'est un film qui a été fait par un Belge qui traverse donc Madagascar. Et donc, on a tous les stéréotypes du film de voyage, des intertitres qui sont là qu'on va pouvoir dire qu'on trouve aujourd'hui très violents dans le discours justement colonialisme supérieur, la supériorité de la race blanche, du soviet, voilà, ça c'est. Mais il y a des images absolument remarquables sur certains rythmes, certaines pratiques culturelles qui nous seraient effectivement inconnues et seraient inconnues aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devient tout à fait important aujourd'hui aux populations, là en l'occurrence de Madagascar. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire partagée. Pour nous replacer dans un contexte très, très politique, le discours de Ouaga, du président de la République, était incitant à la restitution des œuvres spoliées justement dans les territoires et les colonies. C'est se dire qu'effectivement, ces images, ces œuvres d'art, je pense que c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'image cinématographique, ça en dit autant effectivement sur la vie à ce moment-là des peuples filmés que effectivement des gens qui filment. Et c'est je trouve cette notion de mémoire partagée, je pense que c'est vraiment un terme juste, parce qu'effectivement de cet homme dont moi je ne connais absolument rien, qui fait ce voyage, on a une représentation de quelle devait être sa mentalité et comment est-ce qu'il le regardait, comment est-ce qu'il appréhendait ce voyage. Mais on a aussi une représentation de ces rites aujourd'hui disparus, de ces traditions. Et pour les gens qui habitent aujourd'hui Madagascar, je pense que ces images sont absolument exceptionnelles. Et ce mouvement effectivement de cette volonté de restituer en fait cette mémoire vient de cette double lecture qu'on peut faire effectivement de ces documents. Mais voilà, il faut aussi mettre entre parenthèses ces discours effectivement éminemment racistes et aujourd'hui très, très violents par certains aspects. Vous n'avez toujours pas de questions? Non. Alors, moi, je vais aborder peut-être un dernier, on va dire un dernier virage. Oui, j'ai déjà écart. C'est parce que tout à l'heure je disais justement la période et vous m'avez bien repris en me disant de quelle période on parle. Est-ce qu'on peut très rapidement, bien sûr, mais il me semble que ce qui est intéressant, comme là on part des années 20, il y a les années 30,
le début des années 30, la fin des années 30, il y a Vichy, il y a la France libre et il y a l'après-guerre. Et je veux dire, est-ce que le regard sur les colonies, disons le rapport peut-être au niveau politique avec les colonies a évolué, bien sûr, et comment le cinéma l'a traduit, et est-ce que le cinéma lui-même a évolué, en tout cas jusqu'à après, les statuts Meurthe aussi et Afrique 50, là qui marquent vraiment une transition, une vraie transition. Mais voilà, est-ce qu'on peut circonscrire des moments un peu comme ça et du coup on va dire des mouvements cinématographiques? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être un peu trop vaste, pardon, mais... Je sais pas, on peut essayer à deux de... On peut dire qu'on commence effectivement jusque dans des années 10, au milieu des années 20. On est plus dans ce cinéma orientalisant, des scènes et types, voilà, et des grandes aventures de la conquête. Après, dans les années 30, on est plus dans l'image de la transformation, justement, de la civilisation qui arrive, qui transforme, qui fait de sauvages des hommes civilisés, voilà, grossièrement, hein, bien sûr. Et fin des années 30, face au péril face auquel la France est, et c'est les sentinelles de l'Empire s'inscrivent là, dans cette vague-là. On va dire que l'Empire est une valeur refuge. Hein. On sait qu'en cas de conflit, on arrivera à s'en sortir grâce à l'Empire. Parce que l'Empire, ce sont des hommes qui vont pouvoir venir se battre, ce sont des matières premières, ce sont des ressources. On va pouvoir se nourrir, on va pouvoir faire tourner les usines grâce à l'Empire. Donc, on va vendre et survendre l'Empire. C'est un peu l'histoire de la grenouille. Hein. Face à l'Allemagne, la France est très forte parce qu'elle a un empire. Et face aux métropolitains, on leur rappelle aussi que le secours, il viendra de l'Empire. Hein. Il pourra manger parce qu'il y a l'Empire et que, comme ça s'est passé au moment de la Première Guerre mondiale, heureusement qu'il y avait les troupes coloniales pour venir alimenter les troupes et puis également assumer dans les usines parce qu'il y a par exemple la venue des troupes indo-chinoises. Les Indo-Chinois et les Chinois ont assez peu été mobilisés dans les troupes de combat, mais en revanche, construisaient toutes les infrastructures, les routes pour alimenter, pour permettre une circulation plus facile, la montée du ravitaillement en munitions, en vivres, etc. Et puis, ont énormément travaillé dans les usines. Donc, on rappelle, valoriser l'Empire, c'est aussi rappeler tout ce que l'Empire a pu amener au moment de la Première Guerre mondiale et dire qu'il est encore prêt à faire ce sacrifice, contraint et forcé, bien évidemment, dans le cadre d'un nouveau conflit. Oui, et donc effectivement, après, je suis 100% d'accord. Je pense que les années 30, en fait, c'est une décennie assez intéressante parce qu'effectivement, la question de l'Empire devient de plus en plus concrète. Les colonies deviennent concrètes. Hein. On passe progressivement du fantasme à quelque chose qui est très concret, à une multiplication aussi des reportages. Je pense que vous n'allez pas montrer de reportages, mais il y en a tellement qui portent sur ces territoires coloniaux et qui
essaie justement de dire aux Français installez-vous là-bas, il y a des affaires à faire. Voilà. Donc vraiment, tout au long des années 30, c'est ce qu'on voit, avec cette angoisse croissante en termes politiques, voilà, avec un conflit potentiellement qui peut éclater et qui éclatera effectivement à la fin de la décennie, et où l'Empire est une sorte de... Soyez rassurés. Comme les Britanniques, nous avons un empire. Hein, c'est le message basiquement de la France est un empire. Hein. Après la guerre, alors pour Vichy, j'en sais très peu, donc je ne vais pas m'avancer ce qui se passe pendant la guerre. Ce que je sais, c'est que, bon, là, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale vient tout reconfigurer et que notamment, il faut faire face à deux traumas, qui sont les événements en Algérie à la fin de la guerre. Hein. Il y a un soulèvement qui est brutalement réprimé. Et il y a l'indépendance de l'Inde, qui est symboliquement, pour tous les empires coloniaux, pour tous les pays colonialistes et coloniaux, un événement majeur. Et donc les Français, c'est-à-dire que le discours qu'on tenait avant-guerre n'est plus tenable après-guerre. Et on l'a très bien compris avec ce qui s'est passé en Algérie. Donc le cinéma colonial ne va pas pour autant disparaître, mais peut-être que le dualisme qui était très marqué, c'est toujours cette opposition moderne-primitif, hygiène, maladie, etc., va peut-être s'estomper, je dirais. Et c'est encore une fois, après, il faut voir, bon, il y a aussi la guerre d'Indochine, il y a, voilà, dans les années 50, le référendum qui va conduire à l'éclatement de l'Afrique occidentale française, etc., etc. Donc il faut prendre en ligne de compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la situation géopolitique est telle que les empires coloniaux sont obligés, hein, la même chose s'est passée au Portugal, hein, dans un contexte politique très différent, sont obligés de revoir le discours qu'ils énoncent autour justement des territoires colonisés. Et pour moi, il y a une rupture qui est effectivement assez nette. Même si, effectivement, dans les années 40, il y a encore toute une série de films de fiction qui s'inscrivent, qu'on peut tout à fait mettre dans le chapeau cinéma colonial. Hein, le genre, disons, qui est vraiment un genre qui commence dans les années 20. Mais c'est un tout petit peu la fin de quelque chose, puisqu'on ne peut plus parler de la même façon. Il y a quelque chose qui me semble qui est marquant. C'est un film qu'on passera. C'est la septième porte de Swoboda, qui est donc on est dans les années 40 et qui est le. Enfin, pardon, je te laisse en parler. Oui, Swoboda tente effectivement de réaliser des films à la fois pour la métropole et pour la colonie. C'est-à-dire qu'il va faire une série, je crois qu'il y en a 5 ou 6, et vous en verrez un, de films dont il va tourner 2 versions. Une version pour la métropole, une version pour la colonie, et en langue arabe. Si ce n'est qu'il va choisir l'arabe littéraire, qui n'est pas compris en Algérie. Donc l'entreprise va mourir de sa belle mort parce que il n'y a pas d'adhésion, si vous voulez, il n'y a pas de compréhension effectivement de cet arabe littéraire, l'arabe plus égyptien que l'arabe qui était pratiqué au Maroc ou en Algérie. Et l'entreprise est quand même intéressante parce que justement, il se dit qu'il y a un potentiel, il y a un public potentiel, et que le cinéma est quelque chose qui plaît vraiment beaucoup aux Algériens, aux Marocains, et que c'est dommage de passer. Alors, ce n'est pas qu'une entreprise économique. Hein, effectivement, c'est un public potentiel tout à fait important, mais il est aussi important de offrir un spectacle dans lequel on se reconnaisse.
Et donc, vous verrez, vous ferez l'expérience. Je vous invite vraiment à suivre cette séance. On vous montrera la totalité du film pour la métropole et une bobine du film pour la version arabe, pour que vous voyez comment il change en fait un petit peu le propos, le montage. Le montage aussi, parce qu'il y a des scènes, il y a des scènes qui diffèrent selon la version. Voilà, tout à fait. C'est aussi quelque chose que fera un petit peu plus tard Jacques Baratier en 1956, quand il tournera Goa, qui est une coproduction franco-tunisienne, et il fera la version française et la version tunisienne, avec là aussi un montage différent, avec un ton différent, pour pouvoir distribuer le film auprès des deux communautés, des deux, la métropole et le film, là en l'occurrence, pour le distribuer en Tunisie. Là, mais je pense que ce genre d'entreprise est tout à fait exceptionnel. Ça, c'est. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas tant d'exemples que ça. Non. Et effectivement, la situation politique aussi fait que le cinéma va, quelque part, j'ai envie de dire, va changer de main. Les caméras vont aussi passer de l'autre côté et du coup, on aura un autre rapport. Oui, elle passe de l'autre côté, mais il faut savoir aussi que pour ce qui est des territoires coloniaux français, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, par exemple, de tourner en Afrique subsaharienne, encore une fois, on n'a pas le droit. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on tourne à Paris, Afrique-sur-Seine. Là, oui, exactement. Dans les années 50, ce qui explique donc toute cette histoire. Donc la situation est différente, encore une fois. C'est intéressant parfois de comparer la situation française à la situation britannique ou autre, parce que les Britanniques comprennent assez vite, par exemple, c'est des questions encore une fois politiques, mais par exemple dans les pays africains colonisés par les Britanniques, assez vite, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des studios, notamment de télévision, qui vont se développer. Bon, progressivement, cinéma, télévision qui vont se développer. Ce n'est pas du tout le cas pour les pays colonisés par les Français, où les Français gardent la main mise en fait sur la production cinématographique et sur les images qui sont produites. Je pense aussi de peur que le mouvement des indépendances s'accélère et qu'ils perdent un tout petit peu la main sur ce qui se passe. Oui, ça permettait de garder effectivement la maîtrise de l'image. Et de l'image de la représentation. Il y a toute une série de films justement qui est fait comme ça en Algérie dans les années 50, en plein, par exemple pendant la bataille d'Alger, où on vend la très bonne entente entre les différentes communautés, enfin, comme si de rien n'était. C'est tout à fait étonnant de voir comment effectivement le cinéma va s'ingénier à ignorer ce qui se passe et à vendre une idée de l'Algérie française qui n'existe plus depuis avant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est tout à fait étonnant, cette espèce d'absence de réalisme, et on continue à entretenir en fait une représentation déjà vieille, presque de 20 ans. En même temps, il y a quand même aussi Vautier qui par exemple, il y a d'autres, c'est un autre type de cinéma militant, mais du coup qui comprend un peu mieux ce qui se passe et qui se met au service. Bien sûr, mais on connaît l'histoire de Vautier, c'est-à-dire, déjà, c'est une exception. Donc c'est avec Afrique 50 et le film, c'est-à-dire le film sera interdit. D'ailleurs, il y a des problèmes de montage, rappelez-moi, parce que j'ai pas ça en tête, mais le film, donc il y a des bobines qui sont appréhendées. Donc le film est totalement massacré. Effectivement, dès qu'il y a une voix qui s'élève
pour dire, à vrai dire, ce qu'on nous montre, ce n'est pas la vérité, la réalité. Tout de suite, on intervient brutalement pour essayer de couper court cette démarche de créer effectivement des images alternatives. Donc, et cela est vraiment très frappant. Encore une fois, la violence justement de l'institution envers tout ce qui essaie d'échapper au contrôle de production des images. Est-ce que vous avez toujours pas de questions? Alors moi je vous propose peut-être qu'on arrête là parce que je pense qu'il est 20h30 là. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. J'espère que ça vous a éclairé, donné envie aussi de voir ces films et les clés aussi peut-être pour pouvoir les apprécier, les comprendre, je veux dire comprendre et les films et la situation. Voilà, moi, je voudrais juste finir en remerciant la Cinémathèque de Toulouse d'avoir mis en place cette programmation. Alors, dans un premier temps, parce que ça permet effectivement de revoir ces films qui ont été restaurés parfois il y a quelques années, qu'on voit très peu, mais aussi parce que je trouve que c'est une programmation courageuse, qui donne à penser et qui nous permet aussi de réfléchir à certaines situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je trouve que voilà, la mission d'une cinémathèque, c'est aussi ça, c'est de nous permettre de réfléchir sur notre présent en faisant un détour par ces images du passé. Donc merci à toi, Franck, d'avoir osé proposer cette programmation, je trouve, qui est très très utile et qui donne à penser, et ça c'est formidable. Merci. Ben, merci à toi. Merci à vous deux. Merci.